Bonjour, vous êtes venus nombreux et nombreuses. Bienvenue pour cette causerie avec Camille Etienne. Causerie sur ce bouquin que tu as publié en mai, c'est juste ? Pour un soulèvement écologique. Alors on va revenir sur cette question-là, parce que moi ça m'intrigue en tant que Suisse, les histoires de soulèvement. Nous on est assez cool en général, on fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la dernière révolution qu'on a fait ou guerre civile, c'est 140 morts et ça a duré 3 mois. Donc on est assez, pacifiste dans le genre. Donc effectivement c'est un concept qui m'a un petit peu intrigué, qui m'a aussi interpellé, surtout venant d'un pays qui est plutôt d'une démocratie directe, voire semi-directe. Mais enfin bref, on pourra en discuter justement pour voir quelles sont les étapes suivantes. Juste te présenter rapidement, tu es donc diplômée savoyarde, ça nous fait un point commun parce que je viens aussi des montagnes, et tu es diplômée de Sciences Po Paris, avec l'idée maintenant de faire quoi, de devenir simplement essayiste, ou quelle est la suite? Tout vous dévoiler maintenant? Non, mais ça m'intéresse. Non, je prévois assez peu, et ce qui me laisse beaucoup de temps pour aller là où j'ai l'impression que quelque chose se passe et que j'y ai une place. Et là, ça a été avec un livre parce que j'avais cette envie brûlante d'écrire. Et là aujourd'hui, je travaille sur l'Arctique par exemple, et j'ai ce besoin brûlant d'aller essayer avec plein d'autres de protéger les fonds marins de l'Arctique. Donc voilà, c'est toujours conjoncturel finalement à ce qui se passe dans le monde, puisque mon travail est par essence relié à l'actualité. Voilà, j'essaye des fois de la créer et puis des fois d'y répondre. Donc on va te retrouver à la tête d'une émission sur France 2 bientôt, c'est ça le truc? Non, je suis pas journaliste, vraiment. Je respecte beaucoup ce travail, mais je suis pas journaliste et ça m'attire assez peu, pour être honnête. Je peux te comprendre, je suis d'accord avec toi. C'est pas un métier d'avenir, disons ça comme ça, quoi. Moi, j'avais une question en préambule sur la question du livre. J'ai été très surpris pour quelqu'un de ta génération, et je sais qu'à un moment donné, tu es contre cette notion de ce bashing des plus âgés et des plus anciens, et cette idée finalement que les générations ne sont pas solidaires vis-à-vis du climat. Mais j'étais surpris que tu passes par le livre justement et pas par un documentaire. On a fait un documentaire aussi, mais parce que le livre permet beaucoup de choses que ne permet rien d'autre à peu près. Déjà, la chose la plus importante que j'ai apprise d'ailleurs en le faisant, c'est que ça permet d'imposer les questions. Et donc, on réinverse totalement ce qui se passe dans le débat public, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'au lieu d'être coincé à devoir répondre à des questions d'actualité entre deux blagues sur le PSG et je sais pas qui prend un jet, et on essaye de placer comme ça une phrase, une réflexion un peu intéressante. Là, à l'inverse, quand on écrit un livre, on ne laisse pas le choix à la matinale de France Inter de nous poser une question sur la peur, de nous poser une question sur Total Energy, qui est une entreprise sur laquelle je travaille beaucoup, qui, en fait, puisque ce sont les thèmes principaux du livre, et qui font leur petite fiche, ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de nous questionner sur nos thèses principales. Donc ça laisse beaucoup plus de temps pour imposer dans le débat public, ou en tout cas essayer, mais d'imposer des questions qui sont plus directes, qui sont les nôtres, et de réinverser ce jeu médiatique dans lequel on peut se laisser enfermer, qui est celui de juste être éditorialiste, et qui, moi, m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est utile, mais le problème, c'est qu'on arrive toujours après ce qui s'est passé. Donc, une loi va être votée. Qu'est-ce que vous pensez? Là, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de la planification écologique du gouvernement une fois qu'il l'a annoncé. Ce qui sert à peu près à rien, je veux dire, dans le sens où c'est déjà fait. Donc bon, ça aurait été génial qu'on ait ce débat au moment où il est débattu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ça. C'est comment est-ce qu'on ne fait pas que commenter le monde, mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on impose le temps. Et je crois que c'est vraiment là où se joue le débat public et où se joue l'urgence politique, pour reprendre le terme de l'urgence, c'est d'imposer le temps. Et qui gagne le temps, on peut tout changer à partir de ce moment-là. C'est ce qu'on a fait sur les fonds marins, par exemple. C'est un non-sujet, pas d'actualité politique, mais on impose un sujet qui est celui des fonds marins, et ça devient un objet ensuite qui est commenté, qui est décidé, etc. Donc c'est plutôt là où moi je trouve que ma place est, en tout cas là où j'essaie de le faire, et un livre permet ça plus que tout autre. Il y a aussi une part de caprice qui fait que j'aime tellement les mots et que ça me faisait
rêvé d'écrire depuis toute petite et que j'écrivais beaucoup. Et ce serait faux de vous dire que ce n'est que pour la cause que j'ai écrit, c'est aussi parce qu'égoïstement, ça me faisait un bien fou et que c'est un temps de réserve qui est rare pour moi et qui a été très précieux de se taire, de ne faire que penser. Et c'est très exigeant, c'est très en tout cas moi ça a été exigeant comme exercice d'écrire parce que on peut pas se cacher derrière une phrase à la va-vite, on peut pas se cacher derrière une formule, on peut pas, quand on écrit on ancre en fait dans les deux sens du terme d'ailleurs des mots sur un papier, on l'ancre dans les esprits de celles et ceux qui vont nous lire et donc on se doit d'assumer une pensée pleinement. Et on décide du point final. On ne peut pas dire « je me suis fait couper par quelqu'un », c'est passé en autre sujet, on décide que c'est la fin d'une pensée. Mais en même temps, quand tu écris un livre, tu as un éditeur, il intervient, il te donne des conseils, donc tu as quand même une équipe avec toi qui fonctionne. Bien sûr, mais en tout cas la mienne était très réduite, c'est-à-dire deux, c'est-à-dire moi et mon éditrice, qui a été très précieuse pour ça, parce qu'elle permet d'éviter tout ce qui est de l'ordre du caprice. Précisément. C'est-à-dire que il y avait des passages que j'aimais trop parce que je m'étais fait plaisir avec une métaphore ou avec des mots où je trouvais que c'était bien écrit. Mon ego était très flatté par cette petite formule. Et là, elle me disait, mais Camille, ça n'a aucune forme d'intérêt, là, ce que tu nous racontes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris dans l'écriture, c'était cette humilité du fait qu'on est en train de prendre du temps à des gens, mais qui est bien plus important que dans n'importe quelle autre œuvre finalement. Parce que quelqu'un qui, alors moi il est pas très long, mais on va passer peut-être 4, 5, 6 heures en ma compagnie, c'est beaucoup. Il n'y a aucune conférence, aucun plateau télé, aucun même café que j'ai fait avec qui que ce soit qui durait aussi longtemps a priori. Donc ça m'oblige. Cette intimité aussi m'oblige parce qu'on se retrouve dans l'intimité des gens. Un livre, on va le lire parfois dans notre lit, on va lire dans des moments où on est vulnérable, on va être seul, on va être dans des moments c'est des moments de pause, c'est des moments qu'on décide aussi. On est rarement forcé, pas par l'école, mais on est rarement forcé à lire. Donc c'est une posture qui est très 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 particulière et qu'on n'a plus beaucoup, je trouve, il reste plus beaucoup de ces endroits-là dans la société, donc ils sont extrêmement précieux pour moi et ça m'a mis dans une posture d'exigence où vraiment je voulais pas prendre du temps aux gens qui leur fassent pas gagner quelque part un peu à la fin. En même temps, il y a tout un processus aussi, puisqu'on travaille à plusieurs, d'autocensure, de remise en question, donc il y a une liberté qui est un peu limitée quand même. Je l'ai trouvé totale, parce que moi je crois pas que les contraintes empêchent la liberté. Au contraire, c'est d'ailleurs une des thèses du livre, c'est que par essence la contrainte permet des libertés. Vous voyez, la gravité fait que je n'ai pas la liberté de voler, mais n'empêche que je ne pourrais pas vivre, je n'aurais pas la liberté d'exister s'il n'y avait pas cette gravité précisément. Les limites du corps, on est par essence limité par notre corps, mais en même temps ils permettent la vie. Les limites planétaires, c'est la même chose. Donc c'est ce que j'essaie cette réflexion-là, je la pousse au système économique en disant, mais en fait, accepter les limites, c'est accepter ce qui permet l'existence même de l'objet. Et je l'ai vécu pareil dans le livre, c'est-à-dire qu'au contraire, avoir une contrainte n'empêche en aucune sorte la liberté, parce que ce fantasme d'une liberté totale n'existe pas. On a aussi une temporalité. Ma vie ne va pas être éternelle. Je peux pas l'écrire pour toujours, ce livre, donc je suis limitée par le temps, je suis limitée par le sommeil. Alors j'ai un petit peu joué avec cette contrainte à la fin du livre, où j'essayais d'imaginer qu'il n'y avait pas de contrainte de sommeil. Il y a une contrainte de sommeil, surtout quand on écrit. Donc il y a des contraintes avec lesquelles un auteur, une autrice doit composer, et celle d'un regard extérieur qui vient nous dire là, j'ai décidé d'absolument tout ce que je racontais dans ce livre. En revanche, on a toujours le dernier mot en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, avec l'édition du Seuil. Mais il y a un regard extérieur qui vient nous rappeler, qui vient nous dire attention, tu te regardes, ou là, tu parles pour toi, ou là, ici, tu n'es pas sincère. Là, on n'y croit pas. Là, on ne comprend pas. Là, on t'a perdu. T'es parti sans nous beaucoup trop loin. Donc, en fait, la seule vraie contrainte, c'est celle de l'humilité. Constante, c'est vraiment un exercice d'humilité d'écrire. Ça nous ramène au fait qu'on n'écrit pas pour soi, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est aussi un exercice, parce que c'est quand même du papier, c'est quand même tout un exercice aussi, de production. Donc ça reste quand même quelque chose en termes d'écologie qui a un coût. Ça a été réfléchi, ça, avec l'éditeur ? Non, honnêtement,
pas, j'imagine que oui, c'est sur un papier un peu recyclé, je sais plus ce qu'ils font de ça exactement, mais déjà par exemple sur la vente, on peut pas décider. Donc moi mon livre est vendu sur Amazon et j'ai découvert qu'à la sortie il était numéro 1 de la section environnement d'Amazon. Donc j'étais là, concentrez-vous. Un peu. Oui. Et c'est terrible. En fait on n'a pas le choix. En tout cas moi je l'ai pas eu. Peut-être que des très grands auteurs on leur demande. En tout cas ça a été comme ça. Donc moi par contre quand j'en parlais je mettais toujours les liens des librairies indépendantes. Il y a des petits choix comme ça qu'on peut faire. J'ai décidé de pas faire de prévente. C'est très technique sur le livre, là vous vous dites on s'est trompé de conférence, on parle de livre. Mais c'est juste, ça empêche, en fait, ça permet de donner aux librairies indépendantes une primauté sur le sujet. Et il y a un vrai débat démocratique, même sur les librairies indépendantes. C'est comment est-ce qu'on s'assure que une liberté de penser, que des ouvrages qui ne vont pas forcément avec des gros noms, qui ne vont pas être vendus partout, eh bien, puissent continuer à exister, à être édités même en petit nombre. Donc le rôle qu'elle joue dans le débat de société est hyper important. Donc ça a été un peu de le soutenir. Mais pour une réflexion plus large sur l'écologie, sur ce sujet, c'est aussi parce que ma vision de l'écologie, c'est pas de juste tout décarboner. C'est-à-dire de pas se dire, bah voilà, on décarbone le livre, on décarbone cette table, on décarbone ces fleurs en plastique ou pas en plastique, j'imagine, on décarbone ce fauteuil, on décarbone... En fait, c'est pas du tout une vision ingénieriale qui, moi, m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on habite différemment le monde et comment est-ce qu'on produit, c'est André Gortz, que je cite beaucoup, selon les besoins. Et donc, on définit quels sont nos besoins et ensuite, comment est-ce qu'on va allouer les ressources humaines, les ressources temporelles des corps, les ressources naturelles, vers la production de ses besoins. Et je crois que en tout cas, les livres, ce n'est en rien quelque chose auquel j'ai envie de renoncer. Je ne veux pas d'un monde dans lequel on n'écrit plus ou dans lequel on ne lit plus. Donc, il y a des choses dont on doit se séparer urgemment. Les baskets qui clignotent, par exemple, ça on peut peut-être arrêter tout simplement, au lieu de les décarboner, on peut se dire, ça on n'a pas besoin. Les livres, je crois que ça nous tient, ça tient la société, ça rend compte de la société. Donc, j'ai en rien envie de ne plus les faire. Parce qu'en même temps, ce livre est un vrai acte politique, un vrai programme aussi politique. On peut le dire comme ça ? C'est pas un programme. J'ai pas voulu que ce soit programmatique parce que je veux pas répondre à... Ce qui m'intéresse, c'est créer l'étincelle. C'est Rosa Parks qui disait « Au commencement était l'étincelle ». Et c'est juste ça. Son ambition, elle est juste là. Et c'est déjà beaucoup. Déjà, c'est sacrément ambitieux d'imaginer qu'on va créer des étincelles chez les gens. Mais c'est de se dire comment est-ce qu'on fait naître ce moment où le soulèvement devient irrémédiable. Où on ne peut faire autre chose où ça devient une urgence, pour le coup, vraiment viscérale. Donc c'est ce que j'ai voulu transmettre. Maintenant, vers où on va, c'est plutôt créer l'urgence du soulèvement que de dire voilà vers là où on doit se soulever. C'est pas un programme politique, je n'ai pas de programme politique. Et à dessein, je laisse d'autres le faire. C'est pas là que je me place, c'est pas là que mon livre se place, ni tout mon travail se place, parce que je crois que c'est un débat qu'on doit avoir en dehors justement de ces objets figés que peuvent être les livres. C'est un débat éminemment vivant qui s'inscrit aussi sur un territoire, qui s'inscrit dans une histoire. C'est être capable de dire bon bah très bien, je vais pas simplement dire voilà la salle, où est-ce que j'imagine, comment est-ce qu'on devrait sauver le monde en 10 points. Non, c'est pourquoi précisément il est urgent d'essayer de le faire, et ensuite que chacun mette son temps, son talent, sa sensibilité au service de cette cause-là. C'est créer un mouvement plutôt que de donner une direction. Ouais, mais en même temps, appeler au soulèvement, c'est un acte politique, c'est quand même une position de dire qu'il faut changer les choses. Après, effectivement, il n'y a pas un mode d'emploi, et c'est peut-être là-dessus, on en parlera tout à l'heure, mais justement, comment se projeter. Mais il y a une vraie volonté de dire il faut changer les choses, et ça, c'est éminemment politique. Sinon, qu'est-ce que la politique ? C'est politique, mais c'est tout à fait. Sinon, on n'a pas la même définition en Suisse qu'en France de la politique, hein, c'est possible aussi. Non, je revendique tout à fait que ce que je fais est politique, mais c'est pas un programme politique. C'est là la différence. J'ai pas de vocation à être élu avec ce livre. Non, quand je dis programme, en revanche, le soulèvement est un programme politique, c'est un acte, c'est quelque chose qui oblige les gens à se dire, allons. Un programme s'inscrit dans une temporalité, c'est pour ça qu'on parle de planification avec ce gouvernement, qui est de dire voilà comment précisément, à telle année on va faire ça, on va aller dans telle direction sur tel sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pour le coup, en effet, être politique au sens littéral du terme politique, c'est-à-dire participer à la vie de la cité. Participer à faire en sorte que on ne se satisfasse, yes, merci, j'invente des mots, c'est terrible, très mauvaise autrice, qu'on ne satisfasse pas, c'est ça vraiment, c'est créer de l'intranquillité. J'ai au début le titre, un titre très très long qui a fini, mais au début je voulais l'appeler la génération intranquille.
C'est ça, c'est créer ce petit sentiment d'intranquillité qui fait qu'on peut pas, qu'on refuse l'immobilité. Et là, sur la notion de soulèvement écologique, moi je me suis posé la question si le titre était correct, parce que finalement tout le bouquin parle d'autre chose. Il parle de société en réalité. Totalement trompé en fait. Non, pas du tout. Mais on aurait pu parler d'un soulèvement social, d'un soulèvement aussi populaire en réalité. C'est le cas. C'est un chapitre entier sur qui se soulève. L'écologie, quoi, parce que l'écologie est une part de tout ça. Si on reprend le mot écologie, là où il y a une conférence avec Philippe Descola, qui est, alors je ne sais pas où et quand, mais quelque part aujourd'hui dans cette ville, lui parle de ça. C'est-à-dire que non, parce que l'écologie, à la base, c'est un mot qui a été dévoyé. Je ne parle pas d'environnement, je parle d'écologie au sens où ce que ça veut dire l'écologie, c'est la relation entre les espèces. C'est la relation entre les individus, les espèces et leur écosystème. C'est ça l'essence du mot écologie en recherche. C'est un mot de recherche à la base, c'est un champ d'études. Donc, en ce sens, le soulèvement, il est écologique parce qu'il comprend toutes ces choses-là. Il n'est pas que social, parce qu'il y a d'autres espèces qui rentrent en jeu. Il n'est pas que économique, il n'est pas que politique. Il se passe aussi dans l'intime. Donc, c'est vraiment écologique, le terme pour moi. Ok. Alors, on revient sur le bouquin. Il commence simplement avec quelque chose de très personnel. Le constat que les glaciers fondent, le constat que la montagne change, le constat aussi qu'on part dans une situation où il y a du concret dans ce changement climatique dont tu parles dans le livre. Pourquoi être parti justement et d'avoir écrit ce récit qui est à la fois très personnel et finalement aussi qui prend beaucoup de distance, qui est à la fois une enquête mais aussi un récit très personnel. Qu'est-ce qui était l'idée de base là derrière ? D'être honnête, c'est-à-dire que de rappeler d'où on parle, parce que toute pensée est toujours située, et ne pas le faire mène en tout cas, me semble dangereux parfois. Donc moi, c'était d'expliquer que, en effet, je viens de cet endroit, que ça fait partie, que c'est pour ça que j'écris. Donc ne pas le dire aurait été vraiment un gros trou dans la raquette de ma pensée pour le coup. Donc je voulais raconter ça, et aussi parce que ça va même plus loin dans la réflexion. J'essaie de réhabiliter les émotions dans l'espace politique, et de dire qu'un des problèmes, à mon sens en tout cas, c'est qu'on s'est coupé de ces émotions-là, et qu'on décide de dire que il existerait quelque chose de l'ordre que les émotions seraient reléguées à l'intime, et qu'à l'inverse, dans le politique, dans la société, dans le reste, on se devrait se targuer d'une grande froideur ou d'une grande rigueur et c'est très dangereux, parce que ce qui me fait plus peur, au contraire, c'est la froideur et la distance avec laquelle certains décideurs politiques sont capables de prendre des décisions, tout en sachant qu'elles engendrent potentiellement la vie des gens. C'est cette distance face à l'objet de leurs décisions. Ça, je trouve ça terrifiant d'avoir autant de distance. À l'inverse, être capable de dire des émotions et de les rendre publiques et peut-être politiques, ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait ensemble. C'est dire, voilà, écoutez, moi ça me fait peur que les glaciers de chez moi fondent. Maintenant, je vais pas juste pleurer dans mon lit. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Et d'ailleurs, dans émotion, c'est en mouvement, ça met en mouvement. Donc l'idée que les émotions créent de l'immobilité, c'est pas vrai. Elles peuvent nous permettre, au contraire, vraiment d'être au plus proche du sujet et d'être au plus juste dans l'action, en tout cas, je crois. Parce que l'idée, encore une fois, c'est le sous-titre, dépasser notre impuissance collective. Et justement, moi, ça m'a interpellé, encore une fois, en tant que citoyen suisse, c'était ce côté... j'ai l'impression que tout le bouquin parle aussi d'un espèce de plafond de verre. Des gens veulent changer les choses, et qu'ici, peut-être la Ve République, la France, que sais-je, ou l'Europe, je ne sais pas, mais ça ne se passe pas, parce que simplement, il y a une incompréhension. Et le bouquin tourne là autour, sur la question des élites économiques ou politiques qui n'écoutent pas finalement la base, et il y a un problème de liaison, il y a un problème de communication. Est-ce que et voilà, donc ça c'est un premier constat, une première. Est-ce que c'est une bonne analyse de finalement ton analyse de ce constat de ce bouquin-là, et la question suivante, ça sera la solution. Est-ce qu'il n'y a pas une question de démocratie directe à mettre en place? Est-ce que la démocratie est la solution? Enfin bon, il y a des vraies questions politiques, encore une fois, qui reviennent à la lecture de ton livre. Question de Suisse, j'adore. Non, mais peut-être juste pour revenir au tout début. C'est notre fonds de commerce, la démocratie c'est très directe. bien, j'aime bien les journalistes suisses. Quand vous disiez, enfin je te tutoyais, mais quand tu disais la question c'est marrant, tu disais c'est marrant parce que nous, on parle pas trop de soulèvement parce qu'on est plutôt très pacifiste tu disais on a plutôt une histoire avec ouais. Et en fait, pour moi,
dernière partie du livre, je vous spoil, attention, pas non plus un grand truc, mais c'est sur le lien entre la démocratie, la paix et la liberté, qui sont inextricables, où pour moi le soulèvement est par essence une œuvre de paix. C'est au nom de la paix qu'on soulève. Donc c'est en rien ne pas être pacifiste, c'est précisément parce qu'on est pacifique qu'on se dit qu'il y a urgence à se soulever, pour des raisons simples qui sont celles que on est en train, et d'ailleurs il y a une conférence juste après dans cette salle, je fais bien la promo, sur l'armée, et sur en fait comment est-ce que, enfin je sais pas si on parlait de ça précisément, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est pas révolutionnaire, mais c'est qu'il y a sacrément de plus en plus de conflits qui naissent de la raréfaction des ressources, qui naissent aussi de l'instabilité, qui naissent des mouvements de migration climatique qui commencent déjà à avoir lieu, qui vont s'accentuer. Quand on est dans un endroit là où d'un coup on n'a plus accès à de l'eau potable un jour sur 3, par exemple c'est le cas à Mayotte, je pense qu'en termes d'instabilité politique, on monte un peu les curseurs. Donc on arrive dans un monde instable climatiquement, mais donc aussi dans une société qui est potentiellement plus instable. Les conflits d'accès, et même le lien avec l'industrie fossile et les conflits aujourd'hui sont très très grands. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur ça, sur la guerre en Ukraine, sur comment notre dépendance aux énergies fossiles finance des dictateurs et participe, parmi d'autres choses, mais participe quand même vraiment beaucoup au financement des guerres qu'on dénonce dans les grands sommets internationaux. Donc vous voyez, c'est quand même, à un moment donné, un peu d'honnêteté nous impose de dire que on ne va pas vers un monde de paix si on choisit l'inaction climatique. En revanche, c'est une œuvre de paix que de se dire il faut se soulever pour, même parfois presque on pourrait dire au nom d'un certain ordre, dans le sens de garder notre héritage écologique, de garder nos territoires qui, moi, par exemple, mon glacier, c'est au nom aussi de cet ordre écologique-là que j'ai envie de me soulever. C'est pas, on ne crée pas le chaos, on se bat contre lui, c'est un peu différent. Ok. Bon, pour la petite histoire aussi, des scénarios de l'armée suisse parlent de l'idée que la France attaquerait la Suisse à cause de l'eau, entre parenthèses, puisque le Rhône va baisser ses possibilités de 40 ou 50% probablement dans les 20 prochaines années à cause de la fonte des glaciers. Mais bon, ça c'est du concret et on bosse là-dessus en Suisse en tout cas. Donc welcome si dans quelques années la France veut attaquer la Suisse, bienvenue. Mais ça c'est un autre débat si vous voulez. Le truc c'est que moi je reviens quand même sur cette démocratie directe. Là j'ai l'impression qu'il y a une rupture entre le peuple et ses élites, entre le peuple et les gens qui prennent des décisions, que ce soit au niveau économique et politique, sociétal et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que ce livre est aussi ça, et aussi pas va pas dans ce sens-là aussi? Alors j'ai travaillé en philo sur la notion de peuple, donc je ne vais pas vous traquenarder dans une conférence sur la notion de peuple. J'ai souscrit pas tout à fait. Le souverain. Mais peu importe. Ouais. En tout cas, c'est en effet il y a cette idée des élites. Je crois pas que c'est qu'une déconnexion. Je crois pas que c'est qu'un souci d'accès. C'est aussi un souci d'intérêt. Je veux dire, Patrick Pouyanné, président de Total Energy, c'est pas parce que je n'ai pas accès à lui que je peux pas lui expliquer qu'il y a des ours blancs qui sont en train de perdre leur banquise. C'est pas ça. Ce serait un peu naïf de croire que c'est qu'une question de les convaincre, de pouvoir leur porter nos revendications. C'est aussi comment est organisé le modèle économique et politique, si bien que on défend aujourd'hui, et je trouve de plus en plus, en tout cas, des intérêts privés. Donc c'est ça. Là, quand on est au Quai d'Orsay, on a comme condition de défendre, donc les diplomates français doivent défendre les patrons du CAC 40, c'est dans leur prérogative. On peut se poser la question de est-ce que c'est ce qu'on souhaite en tant que société? Est-ce qu'en tant que société, on se dit que c'est souhaitable que ceux qui représentent l'État parmi tous les autres pays, dans ce qu'ils doivent faire, c'est défendre les patrons du CAC 40? Je suis pas sûre. Moi, je pense qu'il y a une trop grande porosité entre ces élites-là, qui fait qu'en effet, quand on veut prendre des mesures climatiques, eh bien, on se retrouve parfois à avoir des grands freins de la part des décideurs, parce que il y a ce que je vous dis n'est absolument pas révolutionnaire, on le sait, et c'est le cas même au niveau européen. Je fais beaucoup de lobbying au niveau européen, dans les couloirs de Bruxelles. Le nombre de décisions qui ne sont pas prises parce que des lobbies industriels sont plus forts que les lobbies environnementaux, sont plus forts que les lobbies citoyens, est hallucinante. On a le cas là, en ce moment avec le glyphosate. C'est le cas, je connais moins bien le dossier, donc je ne vais pas vous extrapoler là-dessus, mais en tout cas, sur les fonds marins, ça a été vraiment un exemple très concret. Quand vous parlez du plafond de verre, nous, on se battait sur l'exploitation minière des fonds marins, avec des scientifiques qui nous disaient que c'était très dangereux parce que c'était une bombe climatique. Il y avait tout un tas de choses qui étaient vraiment c'est une mauvaise idée, quoi, de manière assez consensuelle. Et on est allé dans les négociations internationales de l'ONU. Il y avait 30 personnes qui étaient du côté observateur, c'est-à-dire nous, qui étions une grande partie des scientifiques et quelques activistes.
Le reste, donc à peu près 300 personnes, c'était des délégations d'État, donc ils viennent à 10, 15, donc il y a la Norvège, et parmi ces délégations, dans ceux qui siégeaient dans les délégations, il y avait les CIO de l'industrie minière. Donc c'est-à-dire que, vous voyez comment le débat démocratique a été confisqué, dans le sens où on pourrait se dire c'est des États souverains qui décident entre eux, qui se mettent autour d'une table en se disant qu'est-ce qu'on décide pour nos fonds marins, qui appartiennent à tout le monde et à personne en même temps, qu'est-ce qu'on fait sur les fonds marins? Est-ce qu'on va récupérer des minerais au risque climatique énorme, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et dans les négociations, ceux qui pouvaient décider, qui n'étaient pas juste observateurs, il y avait des intérêts économiques très précis, très particuliers. Donc comment est-ce que vous voulez que le débat soit sain quand il est ainsi posé? Donc c'est pour ça qu'au-delà de simplement un plafond de verre qui sera un manque d'accès, il faut aussi conscientiser le fait qu'on a une défense d'intérêt privé dans bon nombre de décisions qui est assez élevée. Et comment corriger tout ça, justement? Alors là, si j'ai la solution miracle, je ne serais pas ici. Et là, à un moment donné, tu parles de 3,5% des gens qui pourraient changer les choses. Enfin, l'union, finalement, d'une minorité peut changer les choses. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye. Ça, c'est certain. On se débrouille, comme dirait Lango, on se débrouille. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est que ces 3,5%, c'est marrant parce que je l'ai cité, c'est vraiment une ligne du livre et que ça fait couler de l'encre de manière assez fascinante. Mais tant mieux, je voulais que ça participe au débat public. Bah ça a bien participé au débat public. Du coup, le France Culture a fait une émission que je vous recommande de 1h30 avec 3 chercheurs du CNRS pour voir si ce que je disais n'était pas faux. Et c'est pas du tout, j'ai rien inventé, c'est une étude faite par deux filles à Harvard qui ont étudié les mouvements sociaux depuis la Révolution et qui disent, ok, dans les fois on a acquis des droits et des libertés nouvelles, on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de convaincre, il n'y avait pas besoin que toute la population soit vraiment engagée pour ce sujet-là, mais d'avoir une minorité. Alors elles ont dit que c'était 3,5% d'une population, c'est des sciences sociales, donc on n'a pas compté comme ça en disant ah, il y en a un, c'est bon, ça y est, la bascule s'opère. Évidemment, c'est un peu plus délicat que ça, mais ça a suffi pour faire basculer, donc c'est 3,5% d'une population qui font partie de ce qu'on appelle un flanc radical, c'est-à-dire qu'ils vont faire des actions de désobéissance civile ou des actions, pas de désobéissance, mais qui vont être vraiment actifs. Cette minorité-là a été suffisante pour convaincre ce qu'on appelle le flanc modéré, c'est-à-dire des gens qui vont être d'accord, mais qui vont pas... Il y a plein de sujets sur lesquels je fais absolument aucune action, je suis pas militante, mais je suis d'accord et je suis contente que des décisions soient prises. Juste, je fais autre chose de ma vie, et voilà. Et donc, ces 3,5%, on se dit c'est rien. Mais en fait, c'est beaucoup de gens. 3,5% de 66 millions de personnes en France, ça fait quand même, on n'y est pas du tout sur les questions climatiques. On peut dire on n'a pas assez de militants, on le voit bien. Donc voilà, elle montrait que ce flanc radical-là, il pouvait être suffisant pour être plus menaçant pour l'ordre établi, si bien que l'ordre établi se mettait à devoir négocier avec le flanc plus modéré, et que donc on obtenait des victoires concrètes avec des droits civiques. Prenez l'exemple des droits de vote des femmes, parce qu'on m'avait souvent objecté cette idée en disant mais vous parlez de désobéissance civile, mais vous aviez qu'à voter, tout. Ce qui est vrai, mais sauf que je rappelais quand même que le droit de vote des femmes n'a pas été obtenu en votant. Donc a priori, c'est parce qu'il y a aussi des femmes, des suffragettes, qui ont fait des actions de désobéissance civile bien plus violentes que celles qu'on voit maintenant. On rappelle quand même que quand il y avait tout le débat sur est-ce qu'il faut, enfin les gens qui jetaient de la soupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les vitres des tableaux. Ça avait fait un scandale international. Des suffragettes, donc là, en 5 minutes 30, ça avait été nettoyé la vitre. Ils avaient, les suffragettes, il y a carrément des tableaux qui ont été lacérés au couteau. Vraiment, la toile a été lacérée au couteau. Donc, ce qu'on imagine être aujourd'hui extrêmement radical, qui serait une dérive radicale, n'est pas du tout vrai quand on regarde dans l'histoire. Quand on regarde l'histoire des droits et des libertés qui ont été acquises et qu'on prend, aujourd'hui, il y a peu de gens qui seraient d'accord pour la mettre en cause. Enfin, malheureusement, il y en a quelques-uns quand même, mais ou en tout cas pas dans cette salle, j'imagine. En fait, ça a été obtenu par une partie plus radicale de la population. Donc même si on n'en fait pas partie, la reconnaître, la respecter et comprendre qu'on fait avec, qu'en tout cas qu'on compose ensemble, ça me semble important de le rappeler. Bon, en même temps, le livre est aussi l'occasion de parler d'un certain nombre de victoires, un certain nombre enfin, ça montre et ça prouve que l'activisme fonctionne d'une manière ou d'une autre, peut-être pas aussi rapidement et toujours aussi de manière aussi pertinente que tu le souhaiterais, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'optimisme dans ce bouquin.
J'essaye de faire en sorte que je ne sois pas qu'un somnifère. Non, alors ça... Il y a des livres qui sont des très puissants somnifères. Mais oui, aussi, mais... c'est moins d'effets secondaires. Non, en tout cas, c'était pour rendre compte du fait que oui, ça marche. Après, ça marche pas, c'est pas une solution magique. Hein. On rame, il y a plein de fois où ça fonctionne pas, il y a plein de fois où on est frustré, où chaque victoire n'est jamais totalement acquise. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec peu de gens, on arrive à gagner des combats qui sont très grands. Donc, je l'ai dit, non pas pour dire regardez, on est tellement fort, mais pour dire rejoignez-nous parce que ça se trouve que parfois ça marche. Donc, n'hésitez pas parce que plus on est, mieux c'est. Et on le voit, et sur des sujets très précis. Moi, ça me fascine. Vraiment, je pense que c'est la chose qui me fascine le plus. C'est de voir comment on arrive à des choses qui paraissent immuables, inchangeables, bien trop grandes pour nous. Dans le David contre Goliath, il y a quelques fois où on gagne, et c'est très beau. Et j'espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses ces fois-là. Est-ce que le livre permet d'initier aussi un dialogue avec justement les gens qui décident à un moment donné, tu interpelles un certain Emmanuel, je ne sais pas de qui tu parles, mais... Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait lu. Bon, mais ce serait marrant. J'allais dire une bêtise en tant que Suisse, mais j'ose pas. Je me retiens. Tu lis pas du tout? Non, mais j'ose pas. Non, mais est-ce que ça, franchement, non, pour être honnête, ça n'a pas créé un dialogue. Tu n'as pas reçu une carte avec des fleurs ou du chocolat ou que sais-je, de la part de Total, par exemple? Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vu que mon public est très écolo, j'ai des amis auteurs aux dédicaces, ils se reçoivent avec des cadeaux et tout. Moi, on m'offre des plantes ou des petits mots, ce qui est adorable. Mais j'ai vraiment cantonné aux écolos. Des fois, je suis là. J'aimerais bien aussi des chocolats, quelquefois. Mais non, le chocolat, ça vient de loin, machin. C'est pas bien. Mais donc voilà, on a le public qu'on mérite, je suis très fière de mon public. Des fois, on m'a fait signer aussi une fois une dédicace sur une convocation pour un tribunal pour délinquance. J'étais là, bon, waouh, ok, c'est intense. Mais non, ça n'a pas créé de dialogue, pour être très honnête, plus que d'habitude. Après, j'ai un dialogue. Ce que je fais publiquement, c'est une petite partie de ce que je fais, qui est très importante, que je ne dénigre pas du tout. C'est très puissant de pouvoir délivrer ces messages publiquement. Si on le fait habilement et avec exigence, c'est un outil formidable. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est un outil qui est formidable. Maintenant, c'est une partie de ce que je fais. Il y a une grande partie aussi qui m'intéresse beaucoup, qui est, je dis le lobbying, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est essayer de peser sur la décision publique. Donc, je suis pas du tout la seule, hein, plein d'activistes ou d'associations le font aussi, d'avoir des dialogues plus ou moins fréquents avec des députés, avec des ministres, avec des anciens présidents, qui sont pas forcément toujours de notre bord. Donc, ils sont plus ou moins houleux, ils sont plus ou moins... en rapport de force, mais voilà, donc ça n'a pas ouvert des portes. Après, on a continué à le faire. Un exemple de dialogue un peu houleux avec un politique? Le principe de ça, c'est que si je le dis, ça marche plus après. Bah oui, c'est vrai. Donc je peux pas tout vous livrer. Non, mais sur la question des fonds marins, ça a été, on a obtenu 6 mois, il y a 6 mois, enfin du coup là ça date un peu, mais 6 mois avant qu'on obtienne la victoire, Emmanuel Macron a fait une conférence où sur France Relance là. En disant que la France allait exploiter et que c'était une merveilleuse ressource et tout ça. 6 mois après, il annonce à la COP que la France est la position la plus ambitieuse à l'international de tous les pays, qui est l'interdiction pure et dure de l'exploitation minière des fonds marins. Donc vous imaginez bien qu'en 6 mois, nos discussions n'ont pas été que cordiales et que avec son cabinet, avec tout ça, on a joué aussi d'un rapport de force. Mais c'est être funambule en fait, c'est être sur un fil où on essaie d'être habile et d'utiliser, par exemple très concret, mais on essayait d'obtenir des rendez-vous avec le cabinet du ministère de la Mer, qui ne nous répondait évidemment absolument pas. Ils ont rien, je ne vais pas répondre à chaque personne pas contente sur. Donc on envoyait des lettres et on demandait aux gens d'appeler. Et donc, on était très chiant, hein, je suis tout à fait conscient que c'était pas forcément très agréable, mais n'empêche que au début ils nous bloquaient de partout et qu'à un moment donné ils ont dit bon là on reçoit les petits pas contents sur la mer là, vous me faites venir dans mon bureau 5 minutes, et que nous, au lieu d'arriver de manière naïve en disant juste voilà, on est venu avec un chercheur du CNRS en géologie, on est venu avec un avocat qui avait déjà fait toute une contre-analyse de la Convention de la mer et de textes juridiques. Donc en fait, ils réalisaient qu'on arrivait plus formés qu'eux sur un sujet. Et que donc au début, ils nous disaient, et puis chaque fois on démontait un dans les arguments, si bien qu'on a l'usure, ça a fini par marcher. Mais encore une fois, la théorie du flanc radical et du flanc modéré, c'est parce qu'on a dormi à Lisbonne devant le salon de l'ONU sur la mer, parce qu'on a fait la désobéissance civile aussi, que
on a pu obtenir quelque chose qui serait plus de l'ordre d'un dialogue avec le flanc modéré. Sur les banques, on avait fait ça aussi. C'est parce qu'il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans des conférences d'une des grandes banques sur leur financement sur les énergies fossiles, qui avait interpellé le CIO, qui ensuite lui avait demandé à nous recevoir de manière privée dans son cabinet, etc. Donc voilà, on coopère un peu, je dirais. Dans le même temps, et après on donnera la parole à la salle, en même temps l'écologie on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a des bouquins qui sortent, c'est des bouquins qui ont du succès, tu es invité sur tous les plateaux télé, mais en même temps on ne voit pas cette écologie en termes politiques se développer. Enfin, en France, c'est famélique, quoi. En Suisse, c'est un peu mieux, hein, je dois avouer. On a des villes qui tournent plutôt au vert et qui passent à 30 à l'heure, notamment. Mais disons, l'écologie politique ici, c'est nada, quoi. Enfin, la gauche en général, j'allais dire. À moins que le président soit de gauche, mais enfin, je sais plus. C'est une question que je me pose. Je regarde. Très suisse, ce président, finalement. Ah bon. Si c'était que ça. Non, je dirais que. Je sais pas si c'est nada, dans le sens où c'est pas vrai de dire, il faut qu'on fasse attention, mais même, je dis, c'est une autocritique, en disant on ne fait rien. C'est pour ça que moi, je essaie de démonter l'idée d'inaction climatique. C'est pas vrai, il y a des actions délibérées, et même au contraire, ils reprennent nos termes. On a un président qui parle de sobriété. Vous voyez, donc on a eu tout un discours sur la sobriété qui n'en était pas une, hein, il parlait d'efficacité et pas de sobriété en réalité dans ce qui cachait derrière ce mot. Pareil, on a un président qui a repris l'idée d'une planification écologique. On a notre première ministre qui est censée être la première ministre de la planification écologique. Donc on en parle, ça devient un objet politique. Maintenant, est-ce que c'est fait avec ambition? Alors là, vraiment, je suis la première pour dire que pas du tout. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'en fait, de dire on n'en parle pas, on imagine que c'est juste un objet, que c'est juste une inconscience. En fait, c'est juste qu'il faudrait convaincre les gens. C'est pas ça qui est en train de se passer. Vraiment, le climato-scepticisme augmente en France. Il a pris 8 points depuis l'année dernière. Donc, il y a plus de climato-sceptiques aujourd'hui qu'hier. Et ce que je vous dis, c'est pas le résultat d'une étude qui se serait un peu plantée, c'est 3 études ces 2 dernières années indépendantes, dont une de l'ADEME. Enfin, c'est un vrai sujet. Donc il faut aussi réaliser que les forces entre nos adversaires se renforcent et essaient de faire en sorte que nos idées n'adviennent pas. Il y a un livre aussi qui s'appelle Écofascisme, qui traite, comme le titre l'indique, de l'écofascisme, qui est de dire que là où avant l'extrême droite prenait la tangente de dire on est climato-sceptique, c'est un non-sujet, on n'en parle pas, il commence de manière très sincère à prendre ce sujet à bras-le-corps, et là on pourrait se dire bah, tant mieux. C'est pour ça que je dis il ne faut pas simplement se dire on n'en parle pas, parce qu'on pourrait se réjouir du fait que tout le monde prenne le sujet de l'écologie, tout le monde en parle. Et en fait c'est très dangereux, parce que sous couvert d'en parler, ils utilisent ça pour asseoir des thèses qui sont racistes, des thèses qui sont xénophobes, etc. etc. C'est toute la théorie sur l'écofascisme. Donc il ne s'agit pas seulement d'en parler, il s'agit de bien en parler. Et c'est vraiment différent. Voilà. Le greenwashing. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, j'espère. Il y a des micros qui circulent, il y a déjà une main qui se lève ici. Alors je ne sais pas. Ah, les micros circulent. Voilà, c'est comme à l'école, hein. On vous donne la parole, madame. Bonjour. Sans vouloir faire une attaque, mais vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes édité au Seuil. Clairement, vous faites partie d'une élite. Alors moi, je suis prof d'histoire géo et tout. Je fais partie aussi d'une forme d'élite. Et pourquoi penser qu'un rapport de force entre petite élite contre petite élite sur un ring de boxe médiatique, pourquoi partir du fait que c'est ça qui va amener au changement global? Pourquoi ne pas plutôt penser une révolution plus douce, plus diffuse, plus individuelle, celle de la déconsommation quotidienne, mais qui engagerait chacun et chacune d'entre nous? Merci. C'est l'impression que j'ai laissé penser, de l'avoir fait, parce que c'est pas du tout ce que je défends. Dans tout mon livre, la thèse, tout un chapitre qui est sur qui se soulève, qui parle au contraire, comment est-ce que on crée une mobilisation de terrain. Mon soulèvement est très ancré sur un territoire, et dans toute mon action, ce qu'on fait, c'est au contraire d'ancrer sur des luttes locales, parfois des luttes globales avec des populations qui ne font pas forcément partie de cette élite et qui n'ont pas accès à cet endroit. Donc c'est tout à fait l'inverse. Ce qu'on a fait par exemple sur les fonds marins, on travaillait avec dans les 30 personnes que je vous disais, les scientifiques et des activistes, c'était des personnes qui vivaient par exemple dans les îles du Pacifique, qui vont être les premières impactées par l'exploitation minière parce que c'est autour de leurs eaux, et que ce que ça crée, ces bombes climatiques-là,
vont faire disparaître en premier ces îles-là. C'est vraiment les premiers pays qui voilà. Donc c'est avec eux qu'on a travaillé. Là, je travaille sur la question de mobilité. Alors oui, on peut se dire, bah ok, alors, en tout cas, c'est pas le cas, mais j'aurais pu avoir un débat politique avec Clément Beaune, ministre des Transports. En attendant, on n'a pas fait ça, mais ça aurait pu, admettons, advenir, en effet. Ce que j'ai fait, ce que j'ai défendu, c'est une lutte très locale qui est l'A69, qui est une autoroute entre Castres et Toulouse, avec lequel tous les jours, j'ai des contacts avec ces activistes-là, qui sont dans les arbres, qui sont en grève de la faim, etc., etc. Donc, en rien, c'est simplement un petit ring médiatique, sinon je ne ferais qu'écrire. Comme je vous disais, c'est une petite partie de ce que je fais, qui est importante, parce qu'on ne peut pas déserter par pureté. Pour être sûr de pas salir les mains et de ça, je trouverais ça extrêmement dangereux et lâche que de dire justement, je ne faisais pas partie de cette élite, j'ai pu avoir accès à ces études et à tout ça qui me donne accès en effet à être éduqué au seuil par exemple. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'en cacher ou au contraire je me dis je ne vais pas laisser qu'à ceux à qui je combats les idées le luxe de le faire. Il faut occuper cet espace. Et c'est toute l'idée de la fenêtre d'Overton qu'utilise très bien l'extrême droite, qui est de dire voilà ce qui est acceptable dans la société. Et donc, par exemple, ça c'est trop radical à gauche, c'est trop radical à droite. Donc eux balancent des choses très très éloignées pour permettre de rendre acceptables des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire, qu'est de dire bah, dans ces espaces-là, on va jouer le jeu, on va dans des plateaux, on va dans l'espace médiatique parfois, pour porter des idées qui sont des idées qui ne sont pas entendues sinon. Donc c'est vraiment important de ne pas laisser, en tout cas à mon avis, de ne pas laisser ça à d'autres. Ça c'est pour la première partie de la question, donc ne pas supposer qu'on connaît exactement tout ce que fait quelqu'un, simplement dans les endroits où il apparaît. Et puis lisez, vous verrez si jamais ça vous intéresse, en tout cas, mais j'espère être plus clair dans le livre, sur tout ce qu'on fait sur le terrain, qui est très grand. On n'a pas obtenu comme ça une victoire des fonds marins en disant bonjour Emmanuel, on aimerait bien que vous signiez le traité, hein, comme je le rappelle. Pour se faire entendre, c'est une longue et dure bataille, très exigeante, avec plein de gens. C'est toujours collectif. Et donc c'est pour ça que sur la dernière partie de votre question, j'adore parce que j'aimerais beaucoup débattre sur l'idée de plus douce, parce que je crois qu'elle peut être très douce. Mais sur l'aspect individuel, en tout cas, sur l'aspect individuel, ça j'avoue que pour moi le soulèvement est très collectif. Mais le collectif ne veut pas dire que ce n'est pas intime. Parce que finalement, le collectif, c'est aussi une somme d'intimité qui décide d'être un peu moins seul. Donc c'est des gens terrorisés parfois qui viennent nous voir et qui disent bah voilà, moi je me sens terrorisé par cette urgence climatique, je ne sais pas trop quoi faire. Dans mon cercle proche, dans ma famille, dans mes amis, je suis un peu isolée sur cette chose-là. Donc je vais retrouver dans le collectif une capacité à m'organiser pour peser sur l'objet de mon angoisse. Et ça, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Et en même temps, ça joue sur leur intimité, ça joue sur ce qui se passe en eux intimement, parce qu'on va mieux, parce qu'on agit sur l'objet de notre peur, donc c'est pour ça que je ne scinde pas, et d'ailleurs j'en parle aussi sur ce qui est des actions individuelles et des actions dites collectives. Ça, c'est une logique très ingéniurial de faire, et moi qui viens des sciences sociales, j'étais à la Sorbonne aussi en philo, en fait c'est vraiment l'idée de comprendre qu'en société, on est une toile de fourmi, c'est-à-dire une toile d'araignée ou une fourmilière plutôt, mais pourquoi pas, les fourmis feraient des toiles, en science-fiction maintenant. C'est de comprendre que, en fait, à chaque fois qu'on fait ou qu'on ne fait pas quelque chose, on infléchit le monde dans une direction ou dans l'autre. Par exemple, le boycott, vous voyez, le boycott c'est une action qui est éminemment individuelle. Dans les boycotts, je décide de ne pas acheter du Nutella. Bon, mettons. Si on est la ville entière, toutes les Vosges, on décide de ne plus acheter de Nutella, c'est une action très individuelle. Ça se passe entre 8h et 10h chez nous le matin. Bon. Et pour autant, ce que ça dit collectivement, c'est extrêmement grand. Donc on a des actions très individuelles qui envoient des signaux collectifs extrêmement forts, s'ils sont coordonnés. Et inversement, quand on parle d'actions collectives, par exemple, on va bloquer l'Assemblée Générale de Total Energy. En faisant venir des gens, on travaille beaucoup avec des populations d'Ouganda, parce que Total Energy est très actif en Ouganda, donc c'est une entreprise française qui va détruire des villages, etc. là-bas. Donc quand eux viennent ou quand on a des contacts avec eux, donc on les fait venir cette action-là, on peut dire que c'est très collectif. On fait la désobéissance civile, on bloque des grandes assemblées, etc. C'est très collectif. Pour autant,
Je peux vous dire que quand on se prend un bout de bouclier de police dans la côte, bah moi je l'ai vécu très intimement, hein, cette action-là. Ça a attaqué mon corps intime. Ça demande un engagement intime très grand. Donc je ferai vraiment pas de distinction aussi claire entre les deux pour moi. Là, je sais pas si ça répond vraiment à votre question. D'accord, merci. Il y a une deuxième question. Oui. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire et qui nous... Merci. Voilà, qui nous pousse aussi à agir et à savoir ce qui se passe autour de nous. Et là, enfin concrètement, là, vous aviez parlé aussi de tous les climato-sceptiques en fait, qui répandent aussi d'autres choses dans la société. Et donc, et vous avez parlé de boycott. Et je me dis, dans le cadre de ce festival international de géographie sur le thème urgence, il y a aussi en fait des climato-sceptiques qui sont là. Bonjour, levez la main. Voilà, de 11h à 12h demain à la cathédrale. Être éliminé. Jean-Robert Pitt. Et voilà, et je me dis, peut-être aussi, il faut faire du boycott. Je ne sais pas comment il faut faire pour que aussi... Je ne connais même pas ce monsieur, pour être très honnête. Voilà. Mais merci beaucoup de dire ça, c'est très vrai. Et je n'ai pas du tout de réponse parce que je ne connais pas encore, mais je vais me renseigner. Et en effet, en tout cas, ce qui est certain, on devrait tous y aller, remplir la salle qu'avec des gens convaincus comme ça, et une taquinardée de questions, ce serait drôle. Vous la faites à la Suisse, vous l'écoutez, puis après vous posez une question, on peut aussi faire ça. C'est très mignon. Oui, on pourrait faire Nous ça. sommes mignons, c'est vrai. Il y a une autre question là-bas. Non mais merci, mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, c'est très important en effet de ne pas laisser, enfin de réussir à réaliser que c'est un vrai sujet. On a l'impression qu'autour de nous, on commence à en parler, tout le monde le sait parce qu'on est dans notre bulle et que l'algorithme, par exemple sur les réseaux sociaux, nous montre ce qui nous intéresse, le fameux cookie. Hein. Donc on imagine que ça y est, il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est pas vrai. Le climato-scepticisme gagne du terrain et on doit le combattre avec exigence. Une autre question ? Alors bonjour Camille et bonjour à tous. Je suis très content de te voir. En plus, je crois qu'on a à peu près le même âge. Mais ma question, c'est 3 questions, mais très courtes. Et c'est une série. Je voudrais savoir, concernant justement le climato-scepticisme, est-ce que tu penses qu'on devrait créer, je te tutoie, est-ce qu'on devrait créer une sorte de loi Guesso, mais qui condamnerait ce que j'appelle le négationnisme climatique ? Moi, à titre personnel, je serais plutôt favorable, puisque pour moi, le fait de défendre le climato-scepticisme a des répercussions sur l'humanité et ça conduit à des morts. Donc l'urgence n'impliquerait-elle pas d'imposer cette interdiction ? Oui ou non ? Et la deuxième question, c'est concernant justement l'écologie politique. Monsieur avait bien dit que justement il n'y avait pas forcément de débouché politique et je me suis dit, est-ce que la solution ce ne serait pas de faire alors Macron a réussi avec en même temps et de droite et de gauche, est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer, mais version écologique, une écologie qui soit non pas dépolitisée, puisque l'écologie est forcément politique, mais une écologie transpartisane qui dépasserait les clivages, justement pour contrer les instrumentalisations et autres. Donc, et Antoine Wechter avait défendu ça, par exemple. Une écologie, c'est ni de droite ni de gauche, c'est juste du bon sens. Il faut que je réponde oui ou non ? Dans ce cas, non. Et l'autre, et la dernière question, c'est c'est plus complexe que oui ou non. Il y a deux visions de l'écologie. Il y a l'écologie du rapport Brundtland, qui défend notamment le développement durable, et l'autre écologie qui est une écologie de la décroissance avec halte à la croissance et le rapport de Rome. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait réhabiliter la croissance, mais d'une croissance sobre, justement pour permettre de financer des projets sociaux ou environnementaux ? Puisqu'il faut créer de la richesse avant de la répartir. Le débat le plus court que j'ai eu, non. Voilà, non, mais pardon, mais Merci. Merci beaucoup pour ces questions hyper complètes. Donc c'est très dur d'y répondre en peu de temps pour laisser aussi de la place à d'autres, mais sur lesquels vous voulez que je prenne. En tout cas, non, le développement. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est pareil, c'est un débat qui cristallise beaucoup de tensions. Mais je vais juste répondre sur une idée claire, c'est que par essence, on se reprend les bases, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde où les ressources
parle de ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines sont finies. On l'a vu avec le débat sur les retraites, les corps, le temps est quelque chose de fini et que donc on doit composer avec ces limites-là. On a des limites planétaires qui permettent que le monde existe et donc même qu'elles nous plaisent ou pas, c'est toute la question de la limite qui est fondamentale, qu'elles nous plaisent ou pas, on a des limites. On doit composer à l'intérieur de celles-ci. Après, ce qui est aussi un débat qui fait peur parce qu'on imagine, nous, dans nos vies, que ça veut dire qu'on va perdre beaucoup d'emplois, par exemple, et qu'on va avoir une paupérisation de la société. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui gagnent à cette urgence écologique. Ce que j'essaie de dire sur la question des élites, c'est qu'il y a des gens qui gagnent à l'urgence écologique. Jamais les compagnies pétrolières n'ont été aussi riches qu'aujourd'hui dans toute l'histoire de l'économie à travers le monde. Jamais ils n'ont donné autant de dividendes à leurs actionnaires, jamais ils n'auraient autant de bénéfices. Donc il y a vraiment des gens qui ont une poule aux œufs d'or et ils n'ont pas franchement intérêt à ce qu'on devienne moins dépendant de leurs œufs. Donc une fois qu'on comprend ça et qu'on regarde dans l'histoire, moi c'est pour ça que je fais le début, je cite des travaux de Christophe Bonneuil ou Stéphane Faucard qui ont regardé quelle était la stratégie de ces gens-là aussi, pour s'assurer que les lois écologiques n'adviennent pas. Donc, quand on prend conscience de ça, on se rend compte que notre modèle économique, certes, il y en a qui vont y perdre, mais pour une grande majorité, j'ai l'impression qu'on va y gagner. Il y a le Shift Project qui a chiffré tous les emplois qu'on pourrait gagner d'une transition écologique. C'est plusieurs centaines de milliers dans le secteur du bois, du vélo, du train, de l'agriculture, etc. Je ne vais pas vous dire les chiffres exactement parce que ce serait faux. Donc, mais vous pourrez retrouver sur le Shift Project Emploi, où le Socialter aussi a fait un hors-série sur la question du temps et de l'emploi. Donc on peut mieux vivre. On va peut-être pour certains mieux vivre, avoir accès à une meilleure alimentation. Un exemple très concret, après j'arrête, c'est l'idée par exemple le ticket, comme faire une assurance maladie, mais pour la nourriture. Ça permettrait à plein de gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à de la nourriture de qualité, à des petits producteurs, etc., et de mieux se nourrir, de mieux nourrir leurs enfants, leurs familles, eux de mieux se nourrir, y avoir accès économiquement, et puis de mieux rémunérer les agriculteurs, les agricultrices qui vivent autour de nous. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire qui peuvent permettre à une majorité d'y gagner. Et en ce sens-là, on pourrait dire que c'est une croissance de l'équité, du bonheur, de la liberté, du bien-être, de la santé, mais pas une croissance qui est mesurée par le PIB, qui mesure à peu près, qui est aujourd'hui décorrélée du bien-être. À partir d'un certain point, on voit vraiment les courbes qui se séparent, et nous, on est à ce moment où les courbes se séparent. Donc peut-être que c'est une croissance qui ne mesure plus rien d'autre qu'elle-même et qu'on devrait arrêter de la suivre. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y a une autre question au fond là-bas. Bonjour déjà. Bonjour. En fait, moi j'avais une question un peu plus banale. Je me demandais juste si les actions qui sont médiatisées en fait en faveur de l'écologie, elles incitent pas plutôt à la haine puisqu'il n'y a pas des mentalités assez ouvertes. Je pensais par exemple, du coup à la soupe déjà, comme vous le disiez sur les tableaux, mais aussi, je crois que c'était pendant un match de Roland-Garros ou quelque chose comme ça. Des militantes écologistes qui étaient venues se coller les mains au filet, etc. Et je crois qu'il y avait aussi des militants écologistes qui avaient peint en orange la porte d'un ministère ou d'une préfecture, je ne sais plus, d'un bâtiment officiel, entre guillemets. Du coup, voilà. Merci pour ta question. Eh bien, là, je peux te répondre avec... encore une fois, une étude anglaise qui a été faite. Encore une fois, non, c'est pas la fois que je fais une étude anglaise, mais en fait, donc Just Stop Oil, c'était le collectif qui avait jeté les premiers, en tout cas les premiers dont on avait entendu parler, parce que c'est sur le Van Gogh, sur les tournesols, ils avaient jeté. Alors, je sais plus si c'était de la soupe ou la peinture à ce moment-là, mais peu importe. Moi, quand je vois ça au début, ma première réaction, ça me plaît pas. C'est-à-dire que après, je me dis, putain, les amis, là, on s'attaque au mauvais truc. Vraiment. C'est la phrase de Churchill que j'aime pas beaucoup pour d'autres choses par ailleurs, mais qui dit quand on voulait lui couper les budgets pendant la guerre, on voulait couper les budgets de la culture pour financer la guerre, qui lui dit mais dans ce cas pourquoi nous battons-nous ? Et c'était ça, moi je me dis mais on s'attaque à peut-être la chose qui mérite c'est pas l'art comme ça, comme des grands tableaux, mais juste le beau en fait, l'idée de dire ce qu'on aime, ce qui est des choses pas que utiles, ce qui est le sublime dans l'existence en fait, qui peuvent être des grands tableaux mais qui peuvent être des petites choses. Et je m'étais dit mince, est-ce que vraiment on s'attaque à la bonne cible ou est-ce que au contraire l'art peut pas plutôt servir, parce que moi j'utilise un peu l'art, la danse, j'utilise la musique avec plein d'artistes pour faire passer ces messages-là de manière plus détournée. Et donc au début, ça me dérange, comme plein de gens. Et en fait, la question que je me pose après, c'est est-ce que le fait que ça me dérange, c'est pas intéressant ?
est-ce que toutes les actions sont faites juste pour qu'on y adhère? Est-ce que parfois, déranger, ça ne nous met pas dans une posture un peu désagréable? Et comme une question qu'on me pose là, qui est un peu désagréable, on se dit, ah, je suis un peu attaquée. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est ce qui crée, c'est aussi le principe de l'éditrice. Moi, on va dire, je me suis fait taillader avec mon éditrice. Mais ça nous met en inconfort. Et c'est dans l'inconfort où je crois qu'il se passe des belles choses aussi. Où on se dit, mais c'est vrai ça. À quoi ça sert au fond? Est-ce que l'art vraiment ça peut pas être un objet qui a besoin d'être convoqué, qui raconte toujours quelque chose de la société, qui est c'est Monet qui disait c'est un miroir comme ça qu'on traîne au bord d'un chemin. En fait peut-être que c'est ça. Et donc l'étude anglaise elle regarde donc Just Stop Oil, ils se battaient contre des projets gaziers en Angleterre et ils ont regardé avant et après l'action, quelques mois après l'action, quelle était la part de la population anglaise qui était contre ces projets gaziers du gouvernement. Alors qu'il y avait plein d'Anglais et d'Anglaises qui avaient dit mais nous, cette action, on l'a trouvée complètement con, elle nous a pas plu, elle nous a dérangés. Mais ce que ça a créé à la fin, c'est des gens que ça a mis en position d'inconfort, qui sont allés voir ce que c'était ces projets gaziers, qui se sont dit attends, en fait, c'est vrai que c'est... Et donc, ils ont eu beaucoup plus de gens à la fin de l'action qui ont rejoint tout le mouvement pour s'opposer à ces projets gaziers du gouvernement. Donc, quelque part, une action qui nous a dérangés a été efficace. Si on parle en termes d'efficacité, elle a été efficace. Donc, c'est pour ça que il faut se dire que c'est bien de faire des actions qui fédèrent parfois. Mais des actions qui peuvent nous déranger, elles ne sont pas pour autant inutiles. Au contraire. Là, on est surtout en termes de communication. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, mais c'était encore une fois des Suisses qui avaient attaqué une centrale nucléaire française à coups de bazooka. Ah oui. Voilà, oui, c'est Crémalville. Ils n'ont pas réussi à attraper ces gens-là, et c'est finalement un gars qui s'est dénoncé, mais bien après. Voilà, juste il y a une question maintenant. Oui, bonjour. Merci pour la conférence déjà qui est très instructive. Vous parlez de façons d'agir qui peuvent être dérangeantes et radicales. Et j'ai 3 questions par rapport à ça justement. Est-ce qu'il ne serait pas possible de donner une personnalité morale à la planète pour saisir la justice et afin de mieux pouvoir agir pour la défendre ? Quand on voit justement certaines agressions de certains pays, là je ne parle pas forcément au niveau individuel, quoique ceux qui mettent le feu à une forêt et tout ça, je pense que là il faudrait des peines mais vraiment exemplaires. C'est de la mise en danger de la vie d'autrui, c'est énorme quoi. Donc avec peut-être un autre statut, on aurait peut-être plus de puissance pour pouvoir lutter contre ces choses-là. Posez-les-moi d'un coup comme ça après parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de poser des questions donc on va les prendre d'un coup. Après tu vas signer ton livre à l'extérieur donc tu pourras répondre aussi aux questions tant qu'à faire. Ok. Parce qu'il est 14h déjà et on va se faire gronder mais je dis ça je dis rien voilà. Oui alors très rapidement est-ce que une question qui dérange et qui avait été soulevée par le rapport du GIEC de l'année dernière, je crois, qui est la surpopulation mondiale. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont entreprises pour limiter la population mondiale? Et est-ce qu'il y a des actions au niveau des pays les plus polluants, par exemple la Chine et les USA? Est-ce qu'on a des possibilités pour les freiner, les culpabiliser, les bloquer? Et la toute dernière, qui peut aller très vite, oui, parce qu'il y a des choses qui se télescopent en fait. C'est au niveau individuel. Si on veut agir de façon le plus efficace possible, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils à nous donner justement? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ces questions. Alors, très très vite, la première, oui. Ça se fait déjà les personnalités morales sur la planète en entier. Ça me semble une bien grande entreprise. En revanche, il y a un travail pour regarder notre affaire à tous. Il y a une eurodéputée qui s'appelle Marie Toussaint qui travaille beaucoup sur ça, sur l'écocide, donc reconnaître les crimes contre les écosystèmes. Et ça avance pas mal. Sur les personnalités morales, il y a des fleuves qui sont en train d'être reconnus. Je sais qu'il y a le Parlement de la Loire où c'est un débat aussi. Donc, il y a plein de choses qui se font. Voilà, c'est pas du tout ma spécialité, donc regardez ce qu'ils se font. Wild Legacy aussi, travaille sur les sujets Wild Legacy, Wild et Legacy comme Legacy, avec un Y à la fin. Ensuite, sur les 2 dernières questions, je les ai tout le temps, à chaque conférence, et je faisais une blague tout à l'heure en disant, vous allez voir la question que j'ai. J'ai l'Inde, la Chine et la surpopulation. Et donc merci de m'avoir permis de gagner mon pari. J'aurais dû parier quelque chose, beaucoup dommage. Du chocolat Du chocolat. Voilà, enfin, je devrais faire ça, vraiment, du chocolat.
Non, en fait, sur la surpopulation, je vais essayer d'aller très vite. Moi, je souscris pas du tout à cette thèse. Déjà parce qu'elle est... Alors, je suis pas sûre que ce soit dans le GIEC. Je suis même plutôt sûre que ce soit pas le cas, mais on a vérifié. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est une thèse qui est utilisée aussi à des fins racistes, très souvent. Donc c'est vraiment, souvent, ça sert des discours très racistes, et je sais pas que c'est votre cas du tout, hein, mais je veux dire, dans les gens qui défendent l'idée de dire on est trop, parce que ils sont quand même vachement trop là, ceux qui viennent. Quand on ramène et ça rejoint un peu du coup la question de la... et puis d'ailleurs, mini parenthèse, mais les démographes montrent que comme toute autre espèce, on n'est pas aussi spécial que ce qu'on se pense, et qu'en fait, on s'autorégule et qu'on obtient un moment où là, on ne va pas croître éternellement. La population mondiale ne fait pas que augmenter. Dans les projections, montre que c'est pas le cas, et que ça commence déjà à se stabiliser en réalité. Donc première chose. Dernière chose, c'est que intellectuellement et éthiquement, je trouve ça terrifiant de se dire comment est-ce que moi je veux avoir ma petite vie avec laquelle je veux pas changer, et comment est-ce que j'élimine d'autres gens pour que moi je puisse continuer à vivre. C'est quand même très bizarre. Je me dis non, le principe de la vie, c'est qu'il y a des données, des limites. Bon bah voilà, on a tant de ressources, tant de temps donné, tant de gens. Comment est-ce qu'on se débrouille pour vivre heureux, quoi? C'est aussi simple que ça. Donc je préfère prendre vraiment ce problème dans l'autre sens. Et puis qui on élimine? Donc ça pose des questions particulières. Qui, là dans cette salle, on doit éliminer un tiers? Qui se dévoue, quoi? Qui choisit? Enfin, c'est pas ouf quand même. Donc je suis pas sûre d'avoir très envie de cette. Il y a un très bon film. Il y a un très bon film qu'il faut. Il y a un très bon film qu'il faut voir d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu Le Soleil Vert. Oui. Alors, regardez ce film et ça répond à ces questions-là. Et franchement, j'aimerais pas vivre dans cette société. Bon. Juste sur la Chine et l'Inde, deux phrases, non, mais parce que ça, il faut qu'on arrête avec ça, et c'est trop dommage. Ouais. Quand on ramène à la population un Français consomme beaucoup plus de CO2 qu'un Chinois ou qu'un Indien, donc c'est pas vrai de dire qu'il faut culpabiliser. Quand on ramène en plus aux émissions importées, c'est-à-dire que par exemple pour parler des usines en Chine, c'est parce que nous après on importe derrière et que c'est pas dans nos calculs. On ne calcule pas l'empreinte carbone en regardant ce qui est importé, donc on oublie que peut-être pas le cas de ce pull, mais ce pantalon, on sait rien, a été fait aussi en Chine, et que bah oui, ça a pollué les usines là-bas, mais c'est pour que moi je le porte ici. Donc il faut quand même se rappeler de ça, et qu'on a, dernière chose, une responsabilité historique. Quand on regarde les émissions historiques, on a une responsabilité d'autant plus grande que de nous s'occuper de ce qui se passe d'abord ici, et enfin notre poids diplomatique est très grand, et donc si on change quelque chose ici, je vois sur la question de l'océan, on est la deuxième puissance maritime mondiale, ça change beaucoup de choses après à travers le monde. Donc ne sous-estimons pas ça aussi. Merci. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là malheureusement. Marathon de questions. Oui. Merci. Oui, non mais après quand elle signe. Et si vous avez des questions complémentaires, bah, je pense que voilà, tu signes ton bouquin en même temps, en signant, tu réponds aux questions. Mais je pense que c'est plutôt pas mal ça comme programme pour l'après-midi. Merci à tous et bonne suite de festival. À bientôt.